Durant toute votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai pas publié de vidéo et c'est simplement parce que j'étais en vacances et je me suis dit que mes étudiants seraient aussi en vacances. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un cours sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous allons retracer l'histoire de la GPEC et nous allons essayer de préciser ses domaines d'action. Par définition, il faut que je vous rappelle que la GPEC a une fonction, c'est-à-dire a deux fonctions, anticiper et prévenir. Donc la GPEC, d'accord, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a pour but d'anticiper les problèmes à venir et de les prévenir aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a de cela, par exemple, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 1990 ou bien 2000. Si quelqu'un avait imaginé que 2020, d'accord, serait marqué par la situation, c'est-à-dire cette crise sanitaire, on aurait déjà conçu des vaccins et toute la population mondiale serait déjà vaccinée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous serions déjà capables, d'accord, de combattre ce virus. Notre système immunitaire à lui seul serait capable de combattre le virus, c'est-à-dire il n'y aurait pas de cas de contamination. Mais aujourd'hui, nous en sommes là parce qu'il n'y a pas eu des stratégies d'anticipation ni de prévention. Je vais rester dans un cadre global pour expliquer ce cours. Je prends l'exemple, par exemple, des chemins de fer. Vous allez voir que en 1804, Richard a réfléchi. D'accord? Richard très vite a réfléchi. Il a dit, comment je peux faire? Nous avons des voitures, nous avons les chevaux, nous avons des moyens de transport. Mais comment révolutionner le monde? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inventé ce locomotive à vapeur pour destiner au chemin de fer. Quelques années plus tard, en 1814, George Stephenson a réfléchi à améliorer le travail qu'a fait Richard. Et voilà qu'il a sorti ce modèle qui est plus perfectionné que le modèle de Richard. Mais qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, il faut d'abord que les gens réfléchissent. Alors George, il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Parce que déjà, ce modèle est destiné au transport du charbon. Et là, vous allez voir que en 1823, déjà en France, le roi Louis XVIII, il a initié la construction, d'accord, de la première ligne de chemin de fer en France. Le but, c'est de transporter du charbon. Mais en 1842, Davidson va réfléchir. Il va dire, si on peut utiliser le chemin de fer pour transporter du charbon, on peut aussi utiliser le chemin de fer pour transporter des voyageurs. D'où le modèle là. D'accord? Un peu, donc ce modèle, c'est un modèle électrique. Vous allez voir que déjà, à partir des années 1997, nous avons Schindler qui va inventer le IC2000. C'est fort, bien sûr. Vous allez voir que ces différents modèles que je viens d'énumérer ont des fonctions spécifiques. Par exemple, en 1804, les compétences pour piloter ce genre d'engin, ce n'est pas les mêmes compétences qui sont requises en 1997 pour piloter les IC2000. Les compétences nécessaires pour piloter par exemple, les locomotives électriques de 1842 destinées au transport des voyageurs, ce n'est pas les mêmes compétences qui sont requises, par exemple, pour piloter, par exemple, les TGV que nous avons aujourd'hui. Pour construire un TGV, il faut plus de personnel. D'accord? Une seule personne, 2, 3, 4, quelques ouvriers peut construire une locomotive à vapeur ou bien une locomotive électrique. Mais quand on parle des trains à grande vitesse, c'est autre chose. Donc vous allez voir que à chaque époque, son invention.
Les gens vont réfléchir et vont mettre en place des stratégies pour mieux piloter. Aujourd'hui, nous sommes en 1804. Demain, nous serons en 1842. Après-demain, nous serons en 2000, en 1960, en 1990, ainsi de suite. Comment recruter des experts? Si je prends l'exemple des locomotives à vapeur utilisées dans les années 1800, les conducteurs qui vont piloter ce genre d'engin, ce n'est pas les mêmes compétences que les conducteurs des TGV que nous avons aujourd'hui. Déjà en 1800, les gens vont réfléchir. Parce que le monde évolue, il faut adapter les inventions à l'évolution du monde. Les gens vont se dire comment faire. Donc, il faut acquérir de nouvelles compétences, c'est-à-dire il faut former les gens pour demain. Vous allez voir que les TGV aujourd'hui ont à leur bord des ordinateurs. Ce n'est pas le cas, d'accord, des locomotives à vapeur. Non, une locomotive à vapeur n'a pas besoin d'un ordinateur à bord. Mais les TGV, par exemple, les trains que nous avons aujourd'hui, les IC 2000, ont besoin d'un ordinateur à leur bord. D'où la notion d'électricité ou d'électrique. Donc, c'est comme ça que les choses ont évolué avec le temps. Il faut recruter le personnel qualifié pour créer ou bien pour inventer ou bien pour monter telle ou telle machine. C'est comme ça dans le domaine de l'industrie. Les gens vont rester aujourd'hui et vont imaginer ce qui va arriver dans quelques années. Donc nous allons maintenant revenir dans l'histoire et l'évolution de la gestion des ressources, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous allons commencer par 1960. Là, nous allons parler de l'ère rationaliste. D'accord, en philosophie, quand on parle de l'ère rationaliste, c'est quelque chose qui est réel, d'accord, qui relève de l'intelligible, d'accord. C'est que seule la raison peut conduire l'homme à ce qui est intelligent, d'accord. Donc, d'abord, on va essayer de rester, déjà quand on est en 1960 et quand on parle de l'ère rationaliste, on va parler seulement de la gestion des effectifs. Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Par exemple, d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le. D'accord, on va parler uniquement de la gestion des effectifs. Les gens, ils s'en foutaient complètement de ce qui est, tout ce qui est compétence, tout ce qui est, par exemple, carrière. Non, non, non. Pour eux, c'est les effectifs qui comptent. Mais plus tard, nous allons remonter dans le temps. Et avant de remonter dans le temps, il faut rappeler que cette méthode a connu quand même son échec. Parce que les méthodes utilisées pendant l'ère rationaliste sont basées sur les mathématiques. Donc, ça a échoué parce que c'était plus difficile pour les gens. C'était plus difficile pour les ouvriers. Et là, nous allons continuer. Nous allons aborder, par exemple, les années 1970. En 1970, nous allons parler de la gestion des carrières. Ouais, gestion des carrières parce qu'il faut prévoir l'affectation individuelle, ce qui doit être conforme aux besoins, d'accord, de l'entreprise et à l'évolution des salariés. Donc, à partir de cet instant, les chefs d'entreprise ont réfléchi. Ils se sont dit, si nous voulons gagner, parce que notre première idée, d'accord, notre premier but, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire le profit. On ne peut pas gagner sans impliquer les salariés. Donc, on doit prévoir l'affectation, d'accord, individuelle de chaque salarié et ce qui doit être conforme aux besoins d'abord de l'entreprise et aussi aux besoins du salarié. Parce que si l'employé reste dans l'entreprise, fait carrière dans l'entreprise, ça veut dire que celui-ci va quitter un poste junior à un poste senior. Mais il ne peut pas faire ça toute seule. Il faut quand même l'accompagner. Donc, nous allons parler de l'aide de l'entreprise citoyenne. On va parler de la gestion prévisionnelle des emplois. Et quand on parle de la gestion prévisionnelle des emplois, nous sommes là en 1980. Il faut dire qu'il y a plusieurs caractéristiques. D'accord? Nous allons d'abord commencer par parler, par exemple, de l'aggravation du chômage qui a entraîné,
d'accord, le monde, c'est-à-dire le monde de l'industrie de façon globale, a réfléchi autrement. D'accord? Parce que les gens n'ont plus d'argent. Il y a le chômage par-ci et par-là. Donc il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir pour amener aussi le personnel à travailler, mais en même temps, amener le personnel à gagner. Et pendant cette période-là, il faut reconnaître aussi que nous avions assisté aussi à la déséquilibre, d'accord, de la situation des emplois, parce qu'il n'y avait plus d'équilibre entre l'emploi et, par exemple, la rémunération. C'est devenu un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Nous avions assisté à la pénurie de main-d'œuvre, ce qui va amener les gens à réfléchir autrement, à analyser par exemple et à déterminer comment les emplois vont évoluer, d'accord, et comment réagir pour que le développement, d'accord, des compétences soit en collaboration directe avec tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Nous allons remonter encore dans le temps. Nous allons parler maintenant de l'ère de l'entreprise flexible. Et quand on parle de l'ère de l'entreprise flexible, nous sommes en 1990. On va parler de la gestion prévisionnelle des compétences. D'accord? Et là, il faut adapter la compétence de chacun. Il faut recruter celui qui est capable de faire telle ou telle chose. Donc, pour résumer cette première partie de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il faut rappeler que quand on parle déjà de la gestion prévisionnelle des effectifs, d'accord, il est question de recruter le maximum de gens en fonction de la raison qui pousse chaque personne à être intelligent et à travailler mieux. Et quand on parle par exemple de 1970 où nous avions parlé de la gestion prévisionnelle des carrières, et on peut énumérer quelques savants, par exemple Eton Mayo, d'accord, qui par exemple prévoit de miser sur la cohésion du groupe, d'accord. Il a parlé de diviser pour mieux régner. Et enfin, quand on va parler de l'ère, par exemple, de l'entreprise citoyenne, il faut que l'entreprise s'implique aussi pour amener aussi les salariés à avoir leur part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette première partie de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sorties avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider.